Voici Info.tvc en manchette. Monsieur Carl Brault, président-directeur général de la compagnie Semen à Shanghai, vous transmet de bonnes nouvelles de la Chine. Vincent Dufour nous informe sur les consignes. Notez qu'elles ne sont plus acceptées par les marchands présentement. De belles images de jeunes à l'école Caron, ça fait du bien de voir ça. Et présentation de l'école Saint-Léon. Démystification des lois qui entourent l'aide médicale à mourir. Séjour pour vos jeunes au Cansable Chaud, rien n'est annulé pour l'instant. Lancement de la politique municipale de Saint-Léon-le-Grand, de Sébec, Cozapscal, Saint-Noël, Saint-Damas. Bonjour et bienvenue à cette édition normale d'Info.tvc. Cette semaine, on a toute une émission pour vous, probablement une des dernières émissions telles que vous les avez connues, puisque nous sommes maintenant Info.tvc en direct tous les jours à 17h en direct sur le Cogeco et en rediffusion le lendemain à 9h. Donc, premier sujet aujourd'hui, évidemment, on ne pouvait pas passer sous silence la crise qui se passe en ce moment. On vous a mis l'entrevue complète que nous avons fait avec Carl Brault, un mathapédien d'origine qui est un entrepreneur à succès en Chine. Donc, Francis l'a rencontré et nous parle de comment ça se passe en Chine, puisqu'ils sont environ à 2 mois d'intervalle avec nous. Eux, la crise, elle a commencé en janvier. Donc, nous allons vivre 2 mois plus tard ce qu'il vit présentement. Alors que le bilan de la COVID-19 s'alourdit un peu plus au Québec et nous paraît un peu plus sombre, il y a d'autres endroits dans le monde où on semble commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Je pense entre autres à la Chine qui a à toute fin pratique 2 mois d'avance sur nous dans cette crise de la COVID-19. Pour en témoigner, on a avec nous via Skype un mathapédien qui est maintenant en affaires du côté de Shanghai en Chine. Il s'agit de M. Carl Brault. M. Brault, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes PDG de l'entreprise Semen qui est située à Shanghai. Vous étiez d'ailleurs avec nous dans Mathapédia en octobre dernier pour venir rencontrer les gens d'affaires et puis les inspirer et échanger sur vos pratiques d'affaires. On était loin de se douter à ce moment-là qu'on allait vivre ce qu'on vit actuellement. Et j'aimerais ça, dans un premier temps, que vous nous mettiez un peu en contexte. Votre entreprise, l'endroit où vous vivez, Shanghai, c'est situé à plus ou moins 800 km, si je m'abuse, là, de Wuhan, l'épicentre de la crise. Comment ça s'est passé de votre côté? Effectivement, Shanghai, nous, l'épicentre, ça a commencé à Wuhan fin décembre, là, qu'on pense, début janvier. Nous, à Shanghai, les premiers cas, c'est assez loin, là, comme vous dites, peut-être 800 km, il y a quand même une bonne distance, mais c'est un centre majeur, là, c'est la métropole, on pourrait dire, économique de la Chine. Puis, donc, il y avait quand même pas mal de gens qui revenaient de Wuhan vers Shanghai. Nous, les premiers cas, ici à Shanghai, on les a vus vers le 19 ou 20 janvier. Fait que, puis, mais ça, on a vraiment... Mais malgré le fait que c'est les premiers cas ici, là, on voyait que Wuhan s'enfonçait dans un genre dans la tragédie humaine qu'on sait maintenant. Puis, c'est ça, je dirais, jusqu'à un certain point que ce qui est vécu un peu au Québec actuellement, nous, on l'a vécu les 2 dernières semaines du mois de janvier, qui est de dire, là, soudainement, dans le fond, on doit fermer les usines, on doit être isolé, les entreprises sont fermées aussi. Puis, il y a l'angoisse aussi qui est avec ça. Moi, ma conjointe, d'ailleurs, ses 2 frères sont comptables. Ils travaillaient à Wuhan, dans l'épicentre de la maladie. Ça fait que cette angoisse-là un peu familiale, en plus, dans le fond, de notre propre angoisse ici à Shanghai. Là. Ouais. Finalement, ils sont OK, mais quand même, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé, dans le fond, fin janvier pour nous. Puis, en ce qui concerne les mesures qui ont été appliquées par le gouvernement chinois, est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de vivre ici en ce moment? C'est-à-dire, on demande aux gens de rester à la maison, on ferme l'ensemble des entreprises jugées non essentielles. Est-ce qu'on est allé jusque-là en Chine? Oui, c'est pas mal la même chose, je vous dirais. En toute probabilité, c'est un peu inspiré sûrement de la Chine. Là. Le modèle qui est adopté au Québec actuellement, c'est adopté un peu partout à travers le monde. Je dirais que, c'est sûr que c'est pas comme la ville de Wuhan. Là où ça a commencé, là, les mesures étaient extrêmement sévères. Là, essentiellement, les gens étaient confinés.
Puis je crois que la nourriture était portée à la maison. En tout cas, c'était vraiment extrême. Bon, nous, c'était pas à ce point-là. Là. Nous, je pense effectivement que ça ressemble un peu plus au Québec, qui était de dire on pouvait quand même sortir de la maison, on pouvait aller à l'épicerie, mais bon, il fallait porter un masque, il fallait rester à la maison. Les entreprises, les usines étaient fermées. Mais si on pouvait travailler, dans le fond, faire du télétravail à partir de la maison, ben c'était possible de le faire. Après ça, une des choses qu'on voit qui est peut-être différente ici au Québec, c'est qu'ici, il y avait beaucoup de contrôle à l'entrée, comme par exemple, lorsqu'on retournait dans notre centre d'achat, mettons dans un centre d'achat ou qu'on retournait à la maison, il y avait beaucoup de prise de température. On prenait l'identité, dans le fond, pour s'assurer que, dans le fond, on était bien à Shanghai dans la période qu'on n'avait pas déménagé, justement qu'on n'était pas allé à Wuhan, par exemple, ou dans d'autres villes où il y avait une contagion. Donc, mais de façon générale, je pense que c'est quand même assez semblable, là, ce qui s'est passé ici. Et puis là, ce qu'on entend dire un peu partout, on lit les journaux à la radio, on entend dire qu'en Chine, en fait, il y a un retour à la normale là, qui est en train de s'implanter. Jusqu'à quel point c'est un retour à la normale? De quelle façon les activités, autant économiques que des citoyens, reprennent? Bien, je dirais que ici à Shanghai, la Chine, c'est grand aussi, hein, mais je peux témoigner pour Shanghai, c'est ici que je suis. Ici, c'est essentiellement vraiment revenu à la normale, là, mais c'est récent. Là. Mettons, dans la dernière semaine, on peut aller dans les centres d'achat, il n'y a plus de contrôle, comme je mentionnais un petit peu à l'entrée, avec les températures et tout, c'est terminé. On va dans les parcs, les usines fonctionnent normalement, l'entreprise fonctionne normalement. Il y a certaines choses qui sont encore, dans le fond, en veilleuse, là, par exemple, les grands rassemblements publics. Mettons, tout ce qui est tourisme, un peu voyager à l'étranger, il y a beaucoup de restrictions, mais à quelques exceptions près, là, on est allé dans un restaurant en fin de semaine, on est allé sur une terrasse. C'est vraiment le sentiment qu'on est retourné à la normale ici, effectivement, 2 mois plus tard. Est-ce qu'il y a encore des mesures de distanciation sociale qui sont appliquées? Est-ce que le virus représente encore une menace de contagion où on sent que c'est déjà un peu derrière tout ça? Je pense qu'il n'y a plus de mesures, dans le fond, de distanciation à Shanghai comme tel. Il y a des mesures qui sont très, très, très strictes qui sont prises aux aéroports pour les gens qui arrivent de l'étranger. OK, là, c'est extrêmement strict. C'est presque toute l'armada, dans le fond, de contrôle, c'est déménagé vers les aéroports là, pour la raison qu'on sait là, que la principale crainte qui existe actuellement ici, c'est simplement celle d'un rebond de l'épidémie par quelqu'un qui serait revenu de l'étranger. Donc là, on le voit, là, que là, il y a vraiment beaucoup de contrôle. Les gens sont contrôlés, ils vont dans une petite zone médicale. Après ça, ils vont dans une zone de quarantaine. S'ils font de la température ou le moindrement qu'ils ont des symptômes, ils sont logés, dans le fond, dans un endroit pour une période assez prolongée. Ça fait que ça, c'est très sévère. Mais nous, comme tel, là, sincèrement, c'est terminé là, à Shanghai. C'est quand même ironique que la Chine soit passée de l'épicentre de l'épidémie à maintenant se protéger de l'extérieur de la planète pour éviter une contagion. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'amis à moi, dans le fond, qui connaissent Shanghai, où c'est ça, là, du pire endroit à être au meilleur endroit. Si tu veux, le moins sécuritaire au plus sécuritaire, là. C'est sûr que là, honnêtement, aujourd'hui, là, c'est ici que je veux être. Je veux être à Shanghai. On se sent vraiment en sécurité. Bon. C'est pas la même chose. Ouais. On va changer de registre un petit peu. Vous avez été l'objet récemment d'un article qui est paru dans le journal Les Affaires et qui a beaucoup voyagé apparemment que sur leur site Internet. C'est l'article qui a été le plus vu de toute l'histoire du journal Les Affaires en ligne, si j'ai bien compris. Vous y présentiez, entre autres, la situation qu'on vit comme une opportunité pour les gens d'affaires d'une certaine façon. Quel message vous aimeriez lancer aux gens de la Matapédia, aux gens d'affaires particulièrement dans la Matapédia? Ben c'est ça, c'est que, tu sais, en même temps que j'ai un message, je pense que d'espoir, mais c'est plus un témoignage de ce que je vis vraiment. En même temps, il faut quand même réaliser qu'on vient de passer un 2 mois qui est vraiment difficile. C'est difficile. Donc, les entrepreneurs... ça, vous rentrez en crise, fait que dans le fond, ce que je dis un peu dans l'article, je ne vais pas tout répéter ici, mais je pense qu'il y a quand même quelques éléments peut-être un petit peu plus centraux à réviser, là, qui serait par exemple de dire, mais d'abord, c'est sûr, il faut s'assurer. Je pense que le réflexe naturel des entrepreneurs, c'est quand même de protéger
leurs employés, de protéger leur famille. Fait que ça, ce réflexe-là, il faut qu'il reste, là, dans le fond, de s'assurer que tout le monde est en sécurité, la famille, insister quand même que les gens prennent vraiment, que mettent en place les mesures de distanciation puis fassent attention à eux. Fait que c'est le premier réflexe, parce que par la suite, votre équipe, vous en avez vraiment besoin là, pour passer à travers la crise. Moi, je pense que par la suite, ce qui vaut la peine de faire, c'est de faire un bon diagnostic de son entreprise, parce que différentes entreprises vont avoir un parcours différent pour être capable de passer à travers la crise. Ça passe, par exemple, par bien connaître sa situation de liquidité. Ça passe aussi par comprendre un peu qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, parce que malheureusement, il y a des entreprises qui vont être fermées. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont avoir aucun revenu pendant les prochains mois. C'est un stress énorme pour des PME. C'est rare que vous avez une PME qui va regarder comme ça 6 mois de liquidité là, juste en cas d'une crise qui arriverait. Donc, en général, donc il y a des entreprises qui vont être vraiment très, très mises à l'épreuve, mais ça passe par un bon diagnostic d'où on en est. Puis par la suite, bien, écoutez, c'est de travailler en équipe, avec faire une genre de petite cellule de crise avec les personnes clés. Puis il faut trouver des solutions. Puis c'est pas toujours facile. Fait que c'est de négocier les choses avec ses fournisseurs, potentiellement avec ses autres partenaires, avec ses employés, puis essayer de trouver des moyens de passer à travers. Là, c'est très spécifique à l'industrie où vous êtes, mais de façon générale, ça passe par former une équipe, travailler avec ses employés et trouver des solutions. Oui, donc il faut être patient, créatif et prendre soin de notre première ressource, les employés, de ce que je comprends. Exact. Il y a aussi peut-être un autre petit élément que je mentionne aussi dans l'article qui est intéressant, qui apparaît un petit peu plus tard dans la crise, qui est apparu vers la fin pour moi, c'est de réaliser que via une crise, Churchill disait que c'est aussi... faut jamais dépenser une bonne crise. Là. C'est une ironie qu'il disait, mais quand même, c'est quand même une opportunité aussi pour se remettre en question, peut-être des fois pour nettoyer un peu des vieilles mauvaises habitudes d'affaires qu'on pouvait avoir, un peu faire le ménage. Donc, il y a cet élément-là aussi qui vient, là, de la chance d'être à la maison, de réfléchir, de se remettre en question son mode d'affaires. Je veux dire, c'est l'opportunité de faire ça aussi en même temps. Ben voilà de quoi nous donner espoir, en tout le moins nous convaincre de respecter les mesures sanitaires qui sont mises en place en ce moment. Monsieur Brault, je rappelle, vous êtes PDG de l'entreprise Semen située à Shanghai et vous êtes matapédien d'origine. Qui sait, j'espère que les mesures de voyage vont un jour reprendre la normale, qu'on pourra vous revoir dans la Matapédia au cours de l'année 2020 peut-être. Merci beaucoup, M. Brault. Ça va arriver, c'est presque sûr. Merci beaucoup, bon courage. Bonne journée. Nathalie s'est entretenue avec Vincent Dufour de la Régie intermunicipale des gestions des matières résiduelles concernant toutes les nouvelles annonces qui ont été faites en matière de consignes de bouteilles, de canettes, etc. Donc, on écoute ce que Vincent a à nous dire. Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour parler des consignes. La fameuse consigne qui va être appliquée pour les bouteilles de vin, entre autres. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est vraiment une avenue intéressante pour le Québec? Ouais, beaucoup de questions là-dedans. Dans le fond, il faut commencer à dire la consigne qui a été annoncée par le ministre de l'Environnement, ça va s'appliquer sur les contenants de prêt à boire de 100 ml à 2 litres. Donc, prêt à boire, ça veut dire tous les produits que vous allez au magasin là, puis qu'on peut boire. On parle, ils veulent éventuellement appliquer ça au carton de lait, ils veulent appliquer ça à toutes les sortes de bouteilles, pas seulement aux bouteilles de liqueur. Là. Donc, si vous pouvez le boire et que c'est moins de 2 litres, ben ça va être applicable. Et puis après ça, les montants vont varier, comme par exemple pour les bouteilles de vin et bouteilles de spiritueux, ça va être un montant de 25 cents. Et pour les autres, c'est des 10 cents, des 15 cents. Là, ça varie d'un contenant à l'autre. Donc, ça a été annoncé en janvier dernier. Le message du gens, ils ont dit l'industrie, dans le fond, va être responsable de ça. Ils ont 1 an pour faire un plan et dire comment est-ce que ça va se dérouler. Puis après ça, c'est quelque part à l'automne 2022 que ça devrait commencer à s'appliquer. Mais comment? Parce que là, on va porter nos bouteilles où? Les cartons de lait, il faut rincer ça. C'est exactement ça qui est présentement, on n'a pas comme information. C'est savoir, parce que présentement, on utilise notre bac bleu, ça va très bien dans le bac bleu. Quand on parle des bouteilles de vin, par exemple, 80% des bouteilles et plus se retrouvent dans le bac bleu. Donc, on a un bon taux de récupération. Là où il y a une problématique, c'est le taux de recyclage. Là. C'est 2 choses totalement différentes. Donc, les bouteilles qui sont achetées se retrouvent majoritairement dans le bac
bac bleu. Mais une fois dans le bac bleu, c'est le recyclage qui est problématique. Et donc, la solution à ça, c'est la consigne en disant, mais tout ce qui est rapporté à la consigne, on est sûr que ça va être recyclé. On a vu les publicités à la télévision. Le problème, souvent, c'est que le taux de récupération est un peu plus bas. Mais si tu as 75 % des bouteilles recyclées à 100 % ou 80 % des bouteilles recyclées à 50 %. Donc, on axe sur la solution qui a le potentiel d'être le plus efficace. Le problème qu'on a, puis c'est surtout nous ici dans la Matapédia, en région, ça va être de savoir, mais ça va être où les points de dépôt. Parce que quand on parle de prêt à boire de 100 ml à 2 litres, ça fait beaucoup de contenants. Au début, on parlait, par exemple, des bouteilles de vin, comme on a dans l'image derrière nous. On disait, bien, les SAQ, c'est certain qu'ils vont pouvoir ramasser ces bouteilles-là après. Puis là, les SAQ, au début, étaient un peu fermés. Finalement, ils ont dit, OK, bien, on va être correct. Mais en même temps, il n'y a pas seulement les SAQ qui vendent les bouteilles de vin. Est-ce que les épiceries vont être obligées ou tout commerçant qui vend ces contenants-là vont être obligés de les récupérer? Et d'un autre côté, est-ce qu'ils ont l'entreposage? Est-ce qu'ils ont l'espace pour ça? Ça va être une énorme question. Puis je sais qu'il y a déjà des commerçants qui se posent la question. L'autre point qu'il va y avoir aussi, une fois que c'est ramassé ici en consigne, les contenants, est-ce que ça va être pour être envoyé à Montréal? Est-ce qu'on pourrait pas penser à des solutions plus locales? Pour le verre, il y a des solutions qui existent au niveau local pour toutes sortes de matières, plutôt qu'envoyer ça à Montréal. C'est tout ça qu'il va falloir répondre. Comme à Percé, pour le centre de tri, c'était équipé pour pouvoir recycler, paraît-il, à 100 % le verre. Bien voilà, eux étaient équipés de la Régie de la Gaspésie, dans le fond, étaient équipés de la technologie vers l'innovation. Il y a 5 centres de tri au Québec qui sont équipés de cette technologie-là, qui est une technologie qui est un projet pilote qui a été développé, puis les centres de tri ont pratiquement tout essayé de l'avoir, mais il y en avait juste 5 qui pouvaient l'avoir. Et ce que ça fait, ça, c'est que c'est par impulsion sonique, ça détruit le verre, mais dans le fond, tout le papier, tout ce qui est les plastiques et tout ça, et les métaux, ça se détruit pas par impulsion sonique. Donc, à la fin, quand on passe sur un tamis, mais la seule chose, les petits morceaux qui restent, c'est le verre. C'est ça qu'ils ont à Gaspé présentement. Et après ça, le verre, ben oui, on parle de recyclage, on aimerait ça que le verre soit refait en verre, mais on peut aussi le revaloriser de différentes façons. Et à Gaspé, eux, ils l'utilisent entre autres sur les routes comme à parce que ça remplace le sable et tout ça. Ou ils l'utilisent également en paillis, dans les jardins, Donc, 100% du verre reste en Gaspésie et est réutilisé en Gaspésie. Et c'est pas nécessairement pour redevenir du verre. Et c'est des choses comme ça aussi que pourraient être faites au niveau local. Même, on avait déjà regardé l'idée, est-ce qu'on pourrait s'en servir? On parle d'érosion côtière comme recharge de sable sur les plages, des choses comme ça. On peut trouver des solutions très locales. Là, je parle juste pour le verre parce qu'évidemment, après ça, tu as le carton, tu as le plastique. Il y a plein de choses qui peuvent être développées. Puis aussi, ben, on devrait aussi beaucoup axer sur la réduction à la source parce que c'est là qu'est le problème. Donc, évidemment, on met la consigne, mais ce serait le fun aussi, par exemple, si les consignes serviraient un peu comme les bouteilles de bière à de la réutilisation des contenants. Donc, les bouteilles de bière, eux, ne sont pas sur le même régime de consigne. C'est les brasseurs de bière qui font ça. Et votre bouteille de bière est réutilisée jusqu'à 12-15 fois. Donc, parce qu'elle est lavée et puis elle est remise en marché. Donc, si on pouvait faire la même chose, mais mettre des endroits pour laver local, puis qu'au moins, ça aurait plus de sens. Mais là, présentement, on n'a aucun détail. On sait juste que d'ici 1 an, on devrait avoir ces détails-là. Oui, c'est beaucoup de choses à assimiler, à réfléchir, mais déjà là, si on prend soin de nos centres de tri locaux, comment on peut espérer la pérennité de nos centres de tri? Bien, ça aussi, le gouvernement a fait une annonce dans ce sens-là 2 semaines après l'annonce de la consigne en disant on va moderniser, on va réformer le régime de compensation de la collecte sélective. Dans le fond, comment ça marche présentement, c'est que les entreprises qui génèrent des matières, par exemple, l'entreprise qui génère des boîtes de carton de céréales, va payer un montant d'argent, un tarif à Éco-entreprise Québec. Ce montant-là, ce pot-là qui est fait après, s'en va à Recyc Québec, qui, eux, le redistribuent aux municipalités pour la collecte et pour le traitement. Donc, dans le fond, nous, ici, je vais prendre l'exemple d'Amqui, la collecte, dans le fond, est compensée à 90-95 % et le traitement, après, quand la matière va au centre de tri, c'est la régie qui a une entente avec le centre de tri, bien, il y a un 90-95 % qui est remboursé par l'industrie. Là, ce qu'ils veulent changer avec la nouvelle réforme, c'est que, dans le fond, l'industrie deviendrait responsable
de la finalité du produit. Donc, l'entreprise qui produit sa boîte de carton est responsable de la finalité de son produit. Donc, c'est elle, via Éco-entreprise Québec ou un autre organisme qui pourrait être créé, qui va s'assurer qu'au centre de tri, après, sa boîte de carton, ça se retrouve au centre de tri, elle est triable et elle est recyclable. Donc, ça va favoriser l'éco-conception. Évidemment, on va vouloir mettre des produits sur le marché qu'on est sûr qu'ils vont être recyclables. Et ça va favoriser aussi la récupération. Quand on va mettre un produit sur le marché et on dit que ce produit-là est recyclable, mais en même temps, on est sûr qu'à la fin, le centre de tri est capable de le trier puis que le conditionneur est capable de le traiter. Donc, c'est ça la volonté présentement. Et ça ferait que les municipalités seraient plus responsables d'aller faire une entente avec le centre de tri, mais plutôt on se ferait dire, par exemple, encore une fois pour Amqui, pour prendre l'exemple d'Amqui, Amqui, ben vous, votre centre de tri, c'est le centre de tri qui est à Montjoly, donc vous envoyez votre camion là. La collecte serait encore compensée, mais on aurait pu à faire d'entente pour le traitement, parce que le traitement se ferait, puis c'est l'entreprise, les entreprises génératrices qui seraient responsables de ce traitement-là. Présentement, l'annonce qui est faite, on est encore, dans le fond, l'industrie a encore un laps de temps pour présenter le projet. Là, ce qu'on parle, c'est de commencer quelque chose en 2022 qui s'étirerait jusqu'en 2025 par rapport à ça. Donc, ça reste quand même jusqu'à 2025, les municipalités, on est responsable de nos ententes avec le centre de tri puis de s'assurer de tout avoir un endroit pour envoyer nos matières, là, comme présentement, nous, ça va au centre de tri à Montjoly. Mais comment va-t-il, notre centre de tri? Bien, présentement, il va bien. On avait parlé en juin dernier. Juillet dernier, il avait sorti une grosse nouvelle dans les journaux, même les journaux québécois, des centres de tri de l'Est du Québec menacent de fermer. Grosse problématique. On a eu des rencontres d'urgence durant l'été. C'était fun. Ça a duré même jusqu'à l'automne où est-ce qu'on a cherché des solutions. Il a fallu réouvrir l'entente pour pouvoir aider le centre de tri à pouvoir survivre, à passer au travers de la crise. Parce que, évidemment, s'il fermait, nous, le centre de tri, après ça, le plus proche, c'était Rivière-du-Loup, qui n'aurait pas nécessairement la capacité d'avoir nos matières. Fait qu'après ça, on est rendu à Lévis. On est rendu, là, c'est des transports incroyables versus on a une entreprise ici dans la région qui fait déjà ce traitement-là. Puis donc, tous les clients municipaux ont réouvert les ententes. Puis dans le fond, on suit ça. Là. On a un comité qui est mis en place là, précisément pour ça, pour suivre à la lettre comment ça se passe. Donc, présentement, ça va bien. Mais la crise des matières recyclables est encore là. Le marché ne se rétablit pas. Les matières perdent encore de la valeur. Maintenant, les matières sont sorties à perte. Là. Avant, les matières comme du papier et du carton, qu'ils se vendaient 150, 200 $ de la tonne, mais maintenant, ils les sortent à moins 50. Ça veut dire qu'on paye pour au moins... Mais nos matières sont recyclées. Ça, c'est le message qui est important. Quand vous mettez une matière dans le bac bleu, la matière est recyclée à la fin. Le problème qu'on a, c'est que présentement, c'est recyclé à perte pour une grosse partie des matières. Puis, il y a des matières qui n'ont plus de débouchés. Par exemple, les sacs plastiques. Ça, il n'y a plus de débouchés du tout. Donc, on est en train de travailler des solutions, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour qu'évidemment, il faut sortir de cette crise-là, mais c'est ça. Mais en même temps, l'alternative qu'il y avait avant, pour beaucoup d'endroits, c'est qu'ils envoyaient ça en Chine. Puis en Chine, bien, c'était vaguement trié, peut-être dans des conditions plutôt inhumaines. Puis pas certain que tout était vraiment si recyclé. Fait qu'il y avait un petit peu d'hypocrisie là, dans notre système. Là, c'est l'hypocrisie nous en vient en pleine face, je pense. Et donc, on est en mode de trouver des solutions concrètes à cette situation-là. Mais quand même, ça vaut la peine de recycler, ça vaut la peine d'utiliser son bac bleu. Donc, on encourage les gens à continuer. Une bonne façon de vous suivre, parce que c'est important de continuer à suivre le dossier, c'est sur écorégie.ca. Écorégie.ca, puis également sur la page Facebook Matières résiduelles MRC de la Matapédia et de la Métis. On met de l'information régulièrement, puis également qu'il y a eu des nouvelles au niveau provincial aussi, on les met sur la page Facebook. Fait comme ça, les gens ils peuvent suivre un peu ce qui se passe localement, mais aussi au niveau provincial. Merci Vincent. Merci. Ce sont des images que nous ne sommes plus habitués de voir. Déjà, imaginez-vous donc, nous sommes allés il y a quelque temps déjà dans les écoles de Saint-Léon et l'école Caron d'Amqui pour vous présenter ces beaux milieux scolaires. Monsieur Bédard, je suis venue prendre des images ici pendant votre fameux carnaval. J'aimerais qu'on en parle, puis j'aimerais aussi que vous me parliez un peu de votre...
de ce que vous avez développé comme procédure pour que les jeunes peuvent aller dehors quand il fait froid. Ben oui, c'est sûr et certain qu'on a une charte indicative qui nous dit qu'avec le facteur vent, là, il faut faire attention au risque d'engelure. C'est sûr que si le facteur vent, là, il descend à moins 35, moins 40, on va garder les enfants à l'intérieur. Mais ça fait une couple de fois qu'on gère la situation parce que j'ai regardé avec l'équipe école, puis on se disait, les engelures, c'est devant la peau exposée qui vont arriver. Donc, ce qu'on fait, c'est que j'ai carrément appris à un moment donné un élève dans le gymnase, puis j'ai montré aux enfants, j'ai montré le capuchon. Il y avait un autre cache-cou. J'ai gardé son cache-cou, j'ai dit... Prends ton capuchon, mets-le par-dessus, puis j'ai mis un autre cache-cou comme ça, puis on y voyait juste les yeux de même. Fait que j'ai dit, voyez-vous les amis, là, il ressemble à un ninja. Quand on va aller dehors, je veux tout voir juste des ninjas comme ça. Puis là, ben, ce qu'on fait, c'est que dans le fond, comme par exemple, si on revient à la journée carnaval, qui faisait quand même à peu près moins 29, moins 30 avec l'indice de refroidissement, bien, on avait des stations avec des sabliers à l'intérieur. Puis on se calait sur les radios pour dire, bon, s'il y a un jeune qui a froid, on le rentrait. Là, on disait, lui, il rentre. Après ça, on mettait un sablier, puis après ça, on le retournait dehors. On se communiquait beaucoup en dedans, dehors. On faisait des stations dehors, des stations à l'intérieur. Il y avait des mamans de l'OPP avec du chocolat chaud. Fait que, tu sais, c'était vraiment bien. Même s'il a fait une journée assez froide, mais on a bien profité, puis on a eu beaucoup de plaisir avec les enfants. Personne n'avait l'air d'avoir froid vraiment et ça bougeait beaucoup. Là. Franchement, il y avait du hockey en avant, du hockey-ball, il y avait de la planche à neige d'un autre côté, un phare qui était en construction. Est-ce qu'il y avait autre chose? Cette journée-là, on a quand même profité de l'offre qu'on a reçue de Val-d'Irène cette année avec la gratuité pour inviter les écoles. Fait qu'on s'est dit, bon, l'idée derrière la journée carnaval, fait que quand on remonte à quand j'ai pris l'école ici en 2016-2017, on avait remarqué une baisse dans l'assistance face aux journées blanches qu'on appelait. Puis l'autre année d'après, on a dit on devrait essayer une nouvelle formule, une formule rassembleuse dans laquelle les jeunes vont pouvoir s'inscrire dans des ateliers. Puis à ce moment-là, moi, j'étais vraiment sky is the limit, là, on pouvait faire n'importe quoi. J'ai dit, si quelqu'un veut gérer un atelier de traîneau à chien dans la cour, je suis disponible. On va regarder comment est-ce qu'on peut le faire au niveau de la sécurité, s'il y en a qui veulent faire un feu dans la cour avec des saucisses, puis tu sais. Fait qu'on a inventé des ateliers pour que les jeunes puissent participer. Si je reviens à la journée qu'on a vécue dernièrement, bien justement, ça fait partie de cette réflexion-là. Les absents qu'on avait, dans cette journée-là, c'était uniquement des absents pour cause de maladie. C'était pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés par les ateliers qu'on offrait. Fait que je pense qu'on a atteint notre objectif d'une journée rassembleuse et on a même offert le dîner collectif lors de cette journée-là. Et quand on parle de la variété des ateliers qui étaient offerts, effectivement, il y en avait qui avaient été à la salle de curling pour essayer le curling. Il y en a qui ont été faire de la raquette, comme vous avez mentionné. Il y avait des jeunes qui glissaient, qui sont revenus dîner. Et il y a des jeunes qui ont quand même profité de la gratuité à Val-d'Irène pour pouvoir aller faire leur sport préféré. Fait qu'on a offert une vaste gamme d'ateliers différents aux enfants. Mais vous avez aussi le jour 5, que ça, c'est pas extraordinaire. Là, ça revient tout le temps. Ce n'est pas une journée spéciale. Bien, ça fait partie un petit peu de la philosophie de dire si les enfants sont motivés par quelque chose et qu'ils ont la chance de voir le personnel de l'école dans un autre contexte que seulement dans le contexte de classe, on va peut-être travailler sur la motivation scolaire. Donc, c'est l'origine de ce projet-là, le jour 5 à l'origine. Ça date quand même de plusieurs années. Comme vous avez dit, c'est plus quelque chose d'extraordinaire, mais pour que ça se continue dans le temps comme ça, c'est extraordinaire. Non, je veux dire, une journée spéciale dans l'année, là, c'est extraordinaire, les jours 5. C'est ça. Ça fait que, moi, ce que je considère, c'est que le fait qu'on puisse faire perdurer ce projet-là aussi longtemps depuis que ça existe et que les parents semblent associer ça comme une espèce de marque de commerce de l'école qui fait qu'on attire de la clientèle hors bassin dans notre école, etc., bien, c'est vraiment une démonstration que l'équipe école s'implique pour aller chercher la motivation chez les élèves. Et en plus de ça, ce qu'on a, c'est qu'on a intégré ça dans notre projet éducatif d'école au niveau de la gestion du comportement. Donc, au niveau de la gestion du comportement, on a mis en place, comme vous voyez ici, le tableau qui félicite les bons coups par l'unité sans violence. Donc, au niveau de l'unité sans violence, on atteint des objectifs de plutôt que de punir les mauvais comportements, de développer le bon comportement. C'est un des gestes qu'on fait. Mais il y a aussi tout un aspect de communication. Les radios dans la cour d'école, on se parle, tu surveilles un tel, il se passe quelque chose là, je vois un rassemblement là. Puis, on joint à ça la dynamique qu'il y a dans l'école au niveau des ateliers puis tout ça. Je pense que notre objectif prioritaire qu'on avait au niveau de modifier le comportement pour qu'il devienne de plus en plus pro-social, on est en train de l'atteindre.
Vraiment, c'est une belle dynamique qui règne ici. Félicitations. Et je pense qu'il y a beaucoup de fréquentation à l'école. Oui, oui. On est un peu victime de notre succès, mais on accueille nos élèves. D'ailleurs, notre période d'inscription s'achève, puis présentement, ça semble être à peu près une constance dans les inscriptions. Bien, félicitations et puis j'espère vous revoir encore pour d'autres activités. Mais on va vous appeler. Merci. Monsieur Bédard, vous êtes aussi directeur de l'école de Saint-Léon-le-Grand. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a une particularité à cette école aussi? Bien oui, on parle beaucoup des jours 5 à l'école Caron. C'est rendu que c'est connu presque partout dans la vallée, mais il ne faut pas oublier que cette année, l'école Saint-Léon a son projet aussi de jour 3. Mais ce n'est pas uniquement dans le but de faire des ateliers. C'est beaucoup plus complexe que ça, puis c'est beaucoup plus réfléchi que ça. Ce qui s'est passé, c'est que depuis les 2 dernières années, dans cette école-là, on est accompagné par la Fondation CAR. OK? Donc, collaborer, apprendre, réussir. Vous pouvez faire une recherche sur Internet et vous allez trouver c'est quoi. Et l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de mettre en place des communautés de pratique. Dans lesquelles on va réfléchir et on va intervenir sur les résultats académiques des élèves et on va questionner les pratiques pédagogiques pour s'entendre sur des belles pratiques pédagogiques à faire en équipe école, analyser nos pratiques, puis analyser les résultats des élèves pour voir comment est-ce qu'on peut faire mieux. Mais ça prend du temps. OK? Et la contrainte de temps est omniprésente. Ouais. Alors, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est que dans cette école-là, c'est la seule école présentement que, en tout cas à ma connaissance, dans la commission scolaire, qui l'essaie, c'est qu'ils ont décidé de modifier l'horaire d'enseignement. Ils font 62 minutes. Et au lieu d'enseigner 60 minutes... C'est pas beaucoup. On fait 2 minutes de plus. Et ça dégage 10 minutes par jour. Au bout de 2 semaines, on a un après-midi. Et à toutes les 2 semaines, en après-midi comme ça, on est capable de se rencontrer, tout l'ensemble de l'équipe école, pour harmoniser les pratiques et réfléchir sur les pratiques éducatives. Mais là, on s'est dit, bon, alors ça, c'est très intéressant pour harmoniser nos pratiques et intervenir sur nos résultats. Mais comment on fait pour... Parce que si on avait décidé, admettons, d'envoyer les enfants chez eux à la maison, leur temps d'enseignement serait fait, mais ça causerait un problème additionnel chez les parents. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, bien, on va prendre dans notre marge de manœuvre d'école, dans les dernières subventions qu'on a reçues au niveau des seuils minimales de réussite ou de d'autres sommes comme ça, au niveau de la réussite éducative, bien, on s'est dit, on va faire des engagements supplémentaires dans nos heures de nos techniciennes et les techniciennes vont animer des ateliers pendant en éducation spécialisée. Là. Oui, les techniciennes en éducation spécialisée. Donc, ce n'est pas de l'enseignement qui se fait, parce que leur temps d'enseignement, il est fait aux élèves, mais les techniciennes vont animer des ateliers, comme par exemple, ils ont fait un atelier de sciences avec le monsieur du cégep, là, son nom, je l'oublie, là. En tout cas, il est très réputé pour faire de la divulgation au niveau des sciences. Sûrement pas Hubert Reeves. Non. Mais c'est un monsieur qui est connu, je m'excuse, j'oublie son nom pour l'instant. Puis, ils font toutes sortes d'ateliers comme ça, où ils ont fait des ateliers de danse, ils ont fait des ateliers pour bouger. C'est déjà une école qui bouge au cube, fait que ça, c'est déjà une école où les élèves sont habitués de bouger énormément. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est que, d'un côté, on peut travailler sur le développement des meilleures pratiques pédagogiques en s'assoyant ensemble et en se trouvant un temps pour pouvoir réfléchir. Et de l'autre côté, on continue d'animer des jeunes pendant ce temps-là, puis tout le monde est heureux. C'est vraiment une belle réussite. Oui. Il y a des beaux projets dans cette école-là. Là. Ça bouge au cube. Il y a un projet on vient de déposer un projet pour l'amélioration de la cour d'école d'environ peut-être une 40aine de milles là, jusqu'à présent. Puis c'est un beau projet. C'est vraiment intéressant. Wow! Nous sommes vraiment choyés d'avoir des écoles comme ça dans la vallée. Félicitations pour être le directeur des 2 écoles. Et puis, bien, on se tient au courant là, pour le reste des activités. Merci beaucoup. Oui, c'est tout en l'honneur du personnel qui s'implique activement. Merci. Nathalie a fait la rencontre de Maître Marie-Josée Fournier, une avocate qui est spécialisée dans l'aide médicale à mourir, qui vous fait le point sur tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Madame Fournier, vous allez faire une présentation aujourd'hui concernant l'aide médicale à mourir. Est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que vous faites, là, où vous travaillez? Bonjour. Bien, en fait, je suis avocate au Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent. C'est un organisme communautaire qui est subventionné par le Fonds Accès Justice, dont la mission est de favoriser l'accès à la justice par des services d'information. Donc, on descend tout le Bas-Saint-Laurent, on fait des rencontres individuelles, on répond par téléphone là, à toutes les... On est comme un guichet d'information juridique, là, vraiment tous les domaines de droit. Et on se déplace aussi pour donner des différentes conférences, dont aujourd'hui sur l'aide médicale à mourir.
Donc, on peut vous appeler directement pour recevoir des conseils. C'est pas des conseils, c'est un service gratuit d'information. On va vous donner toute l'information juridique, vous orienter vers les bonnes ressources communautaires, gouvernementales, mais vous allez être en mesure après ça de prendre des décisions selon votre situation. Mais je peux pas mettre mon chapeau pour conseiller la personne, malheureusement. Pour ce qui est de l'aide médicale à mourir, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a eu, on entend beaucoup parler, là. Depuis 2016, il y a eu un dépôt de loi. Ensuite, c'est ça, on a entendu parler dernièrement parce qu'il y avait en santé mentale, c'était possible, là, c'est plus possible. Il y a une analyse de tout ça. Est-ce qu'on peut se mettre à jour? Bien, en fait, la loi concernant les soins de fin de vie, la loi québécoise est rentrée en vigueur en 2016, que actuellement, ce qu'on avait, c'est que les gens, entre autres, qui étaient en situation de fin de vie, donc un pronostic de 6 mois à 1 an et ayant toutes leurs facultés intellectuelles, pouvaient obtenir ce soin-là. On appelle ça un soin parce que c'est pas du suicide assisté, c'est vraiment le médecin qui donne, fait le protocole pour donner l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ça qu'on avait actuellement et c'était les gens, je vous dirais, qui ont obtenu l'aide médicale à mourir, des gens qui avaient un cancer en phase terminale. Maintenant, et on avait aussi la loi fédérale, la C-14, qu'elle mettait comme critère mort raisonnablement prévisible. En septembre passé, on a eu un jugement de la juge Baudouin de la Cour supérieure avec l'affaire Truchon-Nicole Gladu, qui est venu dire que le critère de fin de vie et le critère de mort raisonnablement prévisible, c'est invalide. C'est des critères qui ne fonctionnent pas. Et la juge avait donné, on est le 9 mars aujourd'hui, avait donné jusqu'au 11 mars pour que les paliers de gouvernement aillent en appel ou déposent des nouvelles lois. Les gouvernements ils ont décidé qu'elle n'allait pas en appel. Là, maintenant, on se retrouve le 9, ce qui voulait dire qu'à partir du 12 mars, là, Truchon, Gladu pouvaient demander l'aide médicale à mourir, même s'ils n'étaient pas en fin de vie, exceptionnellement pour eux. Là, en date de tout récemment, Ottawa a réussi à obtenir une prolongation de 4 mois parce qu'il a préparé un projet de loi qui va être déposé. Donc, maintenant, la nouvelle date est le 11 juillet 2020. Là, ce que le gouvernement fédéral s'en va, c'est qu'on enlève le critère de mort raisonnablement prévisible, mais on veut quand même encadrer avec des nouvelles mesures que l'aide médicale à mourir, si tu as les souffrances, etc., tu pourrais l'avoir même si tu n'es pas en fin de vie, mais qu'on resserrait un petit peu le délai pour l'obtenir. Pour ce qui est des troubles de santé mentale du côté fédéral, c'est non. Avec leur projet de loi, si la demande d'aide médicale à mourir serait uniquement pour cette situation-là de troubles de santé mentale, la personne ne pourra pas l'avoir. Il faudrait qu'il y ait de la maladie physique, etc. Donc, on n'avait pas ça dans la loi actuelle au fédéral, mais c'est dans le projet de loi qu'ils veulent déposer. Du côté du Québec, avec la loi concernant les soins de fin de vie, Québec avait annoncé qu'il voulait inclure l'aide médicale à mourir pour les gens ayant des troubles de santé mentale, mais ils ont reculé. Ils ont reculé récemment. Ils ont décidé qu'il ne fallait pas aller trop vite. C'est un sujet qui est très délicat. Ça a soulevé beaucoup de commentaires. Ça a soulevé beaucoup de commentaires. Puis d'ailleurs, l'aide médicale à mourir est un sujet qui vient chercher les gens selon tes valeurs, tes croyances, ton expérience de vie. Tu as accompagné quelqu'un de malade, de souffrant, etc. Donc, ils ont reculé. Alors, à ce moment-ci, bien, il faut qu'ils fassent des consultations publiques, etc. Donc, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y aura comme changement pour la loi québécoise. Mais à partir du 12 mars jusqu'au 11 juillet, aussi pour le Québec, les gens qui ne sont pas en fin de vie vont bénéficier de l'exemption comme Nicole Gladu et Jean Truchon et pourront s'adresser au tribunal là, pour avoir l'aide médicale à mourir. Étant donné que le critère de fin de vie avait été aboli. Là. Est-ce que c'est des demandes que vous avez là, depuis quelques années? Pour l'aide médicale à mourir, savoir comment... Oui. Énormément, mais moi, je vous dirais, par rencontre en personne au téléphone, les gens viennent aux conférences, viennent aux ateliers. Puis depuis 2016, là, des fois, il y a des débats dans les conférences, ça vient chercher les gens. Il y en a qui vont dire que c'est un suicide. Il y en a qui sont frustrés si on ne peut pas demander
l'aide médicale à mourir avec un consentement substitué. Il y a des gens qui voudraient pouvoir l'obtenir même s'ils sont inaptes. Alors, ça fait des débats là-dessus. J'ai eu des gens dans des conférences qui étaient en fin de vie, qui venaient s'informer pour prendre la décision. C'est un gros sujet. Oui, c'est très émotif parfois. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous, justement, vous livrez l'information, mais il n'y a pas personne là, qui va venir vous consulter aujourd'hui, là. Bien, c'est sûr qu'après la conférence, il y a des gens qui peuvent venir nous poser des questions, individuelles. Mais aujourd'hui, je vais parler du consentement aux soins, l'aide médicale à mourir, évidemment, où c'est qu'on en est aujourd'hui avec l'actualité. Et puis, on va parler aussi des directives médicales anticipées. Parce qu'avec la loi québécoise, la loi concernant les soins de fin de vie, on a créé un formulaire de directives médicales anticipées. Il y a un registraire maintenant que les gens peuvent compléter pour dire, par exemple, si je me retrouve dans une situation de fin de vie, un coma végétatif, il n'y a pas d'espoir d'amélioration, tu t'en vas vers la mort. Ça existait déjà avant. Ça existait déjà, sauf que ce formulaire-là qui est intéressant pour dire si on refuse les soins ou pas dans les situations de fin de vie, c'est qu'il y a une valeur contraignante. C'est-à-dire que si on complète ce formulaire-là, on le retourne au registraire, c'est vos volontés dans le formulaire qui vont être respectées. C'est-à-dire que le médecin, il n'y a pas à consulter la famille, le conjoint, les enfants. On doit respecter les volontés dans ce formulaire-là qui est complété. Et évidemment, c'est dans le cas qu'on serait inapte à consentir ou pas à un soin. Incapable de parler ou... oui, bien, tu es inapte à le faire. Tu n'as pas tes facultés intellectuelles, dans le fond. Mais l'aide médicale à mourir n'en fait pas partie. Parce que l'aide médicale à mourir, il faut avoir toutes ses facultés intellectuelles pour le demander. Donc, c'est juste vous qui pouvez la demander pour vous. OK. Ouais. Donc, si on va avoir plus d'informations, parce qu'on pourrait rester ici longtemps, si on va avoir plus d'informations, on peut vous joindre comment? Oui, bien, je vous invite à nous appeler au Centre de justice. On a un numéro sans frais qui est le 1-855-345-7770. Alors, on est ouvert du lundi au jeudi. On fait du sans rendez-vous. Appelez-nous, venez nous voir à Rimouski. Bien, merci beaucoup et merci de votre présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci. Ne désespérez pas, l'été va arriver, je vous le promets. Et nous sommes allés rencontrer Marie Michaud du camp Sable Chaud, qui elle aussi y croit fort que l'été sera là pour vous parler de l'été 2020. Les camps auxquels vous pouvez commencer déjà à inscrire vos enfants pour cet été. Marie, nous sommes dans le dortoir du camp Sable Chaud parce qu'il y a des camps qui vont se donner cet été et c'est déjà en préparation pour les inscriptions, hein? Absolument. Déjà, pour les camps de jour, déjà, les inscriptions rentrent parce que c'est certain qu'à un moment donné, il faut se limiter aussi. Mais pour les camps, les premières inscriptions pour les camps avec hébergement viennent de l'île du Prince-Édouard. OK. Oui. Ça vient de l'île du Prince-Édouard. Il y a déjà des gens qui se sont inscrits, là. Oui, qui sont inscrits. Donc, les grands-parents sont de Rimouski, mais les jeunes sont de l'île du Prince-Édouard, puis ils vont être ici cet été pour une dizaine de jours. C'est déjà une attraction. Et on peut parler de quel âge, là, les jeunes qui peuvent venir ici? De 6 ans à 15 ans. OK. Disons que les 15 ans sont un peu plus rares. Mais normalement, 12-13 ans, c'est encore populaire. Et là, c'est possible de coucher ici. C'est sûr que les tarifs ne sont pas pareils, mais est-ce que c'est possible de coucher tout au long du camp ou c'est 2-3 jours qui sont possibles? Oui, il y a les 5 dodos et les 2 dodos. Alors, c'est sûr que quand c'est des jeunes qui ne sont jamais venus, c'est un petit peu difficile de dire on s'en va 5 jours. Pour papa, maman, là. Alors, on a pensé de faire un 2 dodo parce que la journée du mardi, c'est toujours un petit peu problématique. C'est là que les enfants s'ennuient puis qu'ils veulent quitter. Okay. Alors, quand les enfants arrivent pour l'inscription le dimanche, on en jase avec les parents et s'ils disent oui, ça ne nous dérange pas qu'ils continuent la semaine, les enfants. À ce moment-là, on les appelle pour dire, bien, votre fils ou votre fille veulent rester jusqu'à vendredi. Okay. À ce moment-là, les parents ne viennent pas les chercher. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui est proposé comme thématique? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Oui, il y a le plein air, bien sûr, qui est toujours populaire, avec la survie en forêt.
Il y a aussi le médiéval qui est très populaire. La voile, cette année, on va faire la voile, même qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup d'inscriptions, mais on va la faire quand même parce que il y en a qui aiment ça. Puis, le problème, c'est de se trouver un moniteur de voile. Et cette année, c'est déjà fait. Oh, OK. Oui. Alors, même qu'il y en aurait 3 ou 4, on fait le camp de voile et Explo Canot. Et on veut toujours développer le camp familial. Oui, Alors, avec les parents. Avec les parents, puis ça serait intéressant, sauf que on n'est pas... faudrait rediviser nos dortoirs pour avoir genre chambrette, pour que les parents, avec leur petite famille, soient plus... Plus d'intimité. Oui, exactement. OK. Mais ça, c'est dans nos prévisions. D'accord. Donc, c'est toujours en développement ici. Et puis, jusqu'à quand peut-on s'inscrire? Est-ce qu'il y a une date limite? Pas nécessairement. On pourrait quand même s'inscrire jusqu'à la fin de juillet, parce que la dernière semaine se termine, je pense, le 2 août, ou quelque chose du genre, là, le 2 ou le 8 août. Et peut-être qu'à la journée familiale du mois de juin, ça serait peut-être facile, la journée idéale pour inscrire les enfants. OK. Parce qu'on sait aussi qu'il y a d'autres camps de jour qui se terminent et puis vous continuez un peu plus longtemps. On fait une semaine de plus parce que les jeunes rentrent au cégep comme vers le 20. Alors, on va toujours au samedi, au vendredi avant, qu'il soit peut-être le 15, je ne sais pas où ça tombe cette année, le 15 ou 16 août. Okay. Oui, on fait au moins une semaine ou 2 de plus. D'accord. Et puis, bien, c'est facile de vous trouver sur Internet. Vous avez une page Facebook aussi. Et le numéro pour vous appeler pour pouvoir s'inscrire? Toujours le 88-629-3747. Et peut-être une invitation spéciale pour la journée familiale, le 6 juin, avec les gens apportent leur pique-nique. Ils viennent ici en pique-nique. Il y aura une vente de garage. Et il y aura peut-être aussi, je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais les petits entrepreneurs pourraient être ici. Ah! Oh. Mais c'est rien d'officiel. OK. Ah, mais c'est très intéressant. Ça serait le fun, finalement, que ça se fasse. Alors, merci beaucoup, Marie Michaud. Et puis, on vous souhaite d'avoir beaucoup de monde cet été. On l'espère. Donc, nous avons rencontré des gens de Causa-Abscal, de Sébec, de Saint-Moïse, Saint-Noël et Saint-Damas pour parler de leur politique familiale à eux, de ces municipalités. On a profité du lancement de la politique familiale de la MRC pour jaser avec ces gens-là. Je suis en compagnie de représentants des municipalités de la MRC. Nous sommes ici pour parler de la politique familiale. J'aimerais d'abord que vous présentiez. C'est rare qu'on vous voit tous ensemble. Bien, moi, c'est Mathieu Morin. Je suis coordonnateur en loisirs pour les municipalités de Saint-Moïse, Saint-Noël et Saint-Damas. Alors, j'étais sur le comité là, de pilotage de la politique familiale pour représenter les familles là, de mon secteur puis des 3 municipalités. J'étais aussi représentant là, parmi là, les membres des travailleurs en loisirs là, de la Matapédia. Et c'est rare que tu peux être juste à côté de Causa-Abscal, qui est à l'autre bout complètement. André Fournier, représentant de Causa-Abscal, et la politique familiale, est-ce qu'il y a de quoi de spécial à ressortir de tout ça pour Causa-Abscal? Oui, bien en fait, c'est une belle initiative, c'est un beau mouvement qui a vraiment mobilisé des gens autour d'une table chez nous. On a travaillé pendant toute l'année passée. Notre dévoilement Causa-Abscal va se faire le 14 mars, dans une semaine, à l'Arena. Donc, j'invite les gens à venir à l'Arena. Il va y avoir des activités ludiques aussi. Mais vraiment, il y a une belle synergie qui s'est faite. On a un beau plan d'action, un peu comme on a pu voir pour la MRC, mais on l'a à l'image de notre municipalité de Causa-Abscal. Donc, il y avait des jeunes de 17-18 ans autour de la table. Il y avait des gens, des parents, des gens impliqués dans la communauté. Fait que ça fait un outil qui est drôlement intéressant. Et à Saint-Léon, bien, ça se passe cet après-midi, le grand dévoilement. Également, oui, après-midi, notre dévoilement de 13h à 13h30 à la salle des 50 ans et plus. Donc, on invite tous les gens à venir nous rencontrer. C'est dans le cadre d'une activité intergénérationnelle qui va avoir lieu par la suite. Donc, c'est une belle façon de joindre les gens, les grands-parents, les parents, les enfants. Donc, ça devrait être très intéressant. Et nous, on va se rencontrer un peu plus tard là, pour pouvoir couvrir tout ça. Et puis, bien, on a ici M. Marcel Belzile de Sébec. Eh bien, oui. Que voulez-vous que je vous dise, chère dame?
Qu'est-ce que vous ressortez de tout ça, là, la politique familiale de la MRC? Est-ce que Sébec se sent compris dans tout ça? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une politique régionale, c'est une politique régionale. Nous, comme municipalité, nous avons, entre guillemets, une forme de politique familiale. Là, on a travaillé beaucoup sur MADA, le retour de MADA, mais on a effectivement une réflexion qui est en train de se faire sur une politique familiale. Là, on a des petites contraintes, mais on avance tranquillement dans le dossier. On ne peut pas faire d'annonce éminente comme nos collègues à côté de moi, mais on espère au cours de l'année 2020 d'avancer à ce niveau-là. Puis évidemment que ça vient nous inspirer d'avoir une politique familiale sur le plan de la MRC. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Bien, c'est beau de vous voir tous ensemble aujourd'hui et puis bien, très heureuse de voir tout ce dynamisme dans la Matapédia. Bravo! Merci. Merci. Nous nous sommes rendus du côté de Saint-Léon puisque c'est maintenant le tour de cette municipalité de lancer leur politique familiale. Marielle Guay, on se rencontre aujourd'hui parce qu'il y a eu le lancement de la politique familiale ici à Saint-Léon-le-Grand, mais malheureusement, nous ne pouvions être là. Heureusement, on se rencontre aujourd'hui pour en parler. J'aimerais qu'on parle d'abord de ce qui s'était fait dans la première politique familiale. Effectivement, c'est notre deuxième politique familiale municipale. Auparavant, tout était réuni, et la PFM et le MADA. C'était ensemble, c'était le même comité, le même budget et tout. Et sous ce comité-là, il y avait eu 3 grandes demandes. Les gens avaient demandé pour avoir un technicien à loisirs dans notre municipalité. On nous avait demandé également pour avoir un service de garde en milieu scolaire et on voulait aménager le parc. Donc, si on fait un recul, le technicien à loisirs, pendant qu'on se parle, le poste est ouvert présentement. Pour ce qui est du service de garde en milieu scolaire, il existe présentement, nous l'avons bel et bien. Et pour ce qui est de l'aménagement du parc, bien, on a inauguré notre parc en juin 2019 avec une bonification de 200 000 $ dans le parc. On a ajouté des modules pour les jeunes, un sentier pédestre. Il y a aussi le jeu de soccer, un terrain de soccer, un terrain de volleyball, un terrain de tennis. On a des bancs, des poubelles, des tables et un aire de feu. Donc, tout ça a été vraiment une belle réalisation. Le comité était très fier et ça a duré quand même très longtemps. On a commencé en 2012, on a inauguré en 2019. Mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Donc, tous vos objectifs ont été atteints parce que là, il manque juste la personne pour pouvoir combler le poste, mais vous avez l'argent pour le poste. C'est ça, c'est une subvention qu'on a. On partage ce poste-là entre 2 municipalités. Donc, c'est ça, on va l'avoir dès cet été, ce technicien en loisirs-là qui va pouvoir nous aider dans la réalisation de nos loisirs. Et qu'est-ce qui s'en vient avec la nouvelle politique familiale? J'aimerais aussi d'abord qu'on parle des gens qui étaient dans le comité, là. Oui, il a fallu former un comité tout d'abord. Fait que c'était la première étape pour le comité. On a recruté 4 personnes de la population léonaise. Il y a Mireille Bérubé, Stéphanie Deschaines, Marie-Noël Gagné et moi-même, Marielle Guay de la population. Ensuite, on est allé chercher 2 personnes de la municipalité, donc le directeur général de la municipalité, M. Jean-Noël Barriot, ainsi que la responsable des familles, Mme Louisette Bérubé. On est allé chercher une personne du réseau de la santé, Alexis Daou-Tremblay, une personne qui nous accompagne toujours de la MRC, Jessie Pro, qui fait un travail formidable. Ensuite, on était chapeauté par Virginie Baudin-Houle, qui a fait un travail de grandiose. Vraiment, elle a su bien nous diriger. Fait que j'y lève mon chapeau et on la remercie infiniment. Et qu'est-ce qui est ressorti pour la phase 2, je dirais? Bien, la première étape, c'était de créer un sondage. Donc, on a fait un sondage, on l'a mis sur le site Internet et on l'a distribué en papier aussi. Et là, par après, on était curieux de voir les gens qui allaient répondre au sondage et on a eu 51 réponses qui représentaient 158 personnes, là. Et puis, bien, on était quand même satisfaits. Et puis, on peut dire que notre population a diminué un petit peu. On est rendu à 950 citoyens. On a baissé de 2 %.
Notre moyenne d'âge est de 45,6. C'est à peu près le même niveau que toute la Matapédia. Et puis, on a 290 familles, donc 125 familles avec des enfants. Donc, on a... C'est quand même bien. Bien, c'est quand même bien, puis on veut les garder. Puis on était surpris, agréablement surpris, que 85 des gens se disaient heureux et très heureux de vivre à Saint-Léon-le-Grand. Wow. Donc, ça a été un beau plaisir de découvrir ces réponses-là. Il faut croire que les aménagements ont aidé aussi. Sûrement que ça y fait. Et puis là, les gens, suite à leurs réponses, bien là, ça nous a guidés à savoir sur quel axe qu'ils voulaient qu'on travaille pour les prochaines années. Il y a eu 3 grands axes qui ont été priorisés. Il y a celui-là de parc et espaces verts, loisirs et culture, et ensuite communication. Dans parc et espaces verts, on voulait un autre module pour les enfants de 5 ans et moins. On voulait avoir pour les joueurs de balle, parce qu'ici, ça joue beaucoup à la balle molle, on voulait avoir un abri pour les joueurs. On voulait également un tableau indicateur. On voulait pour les toilettes ici extérieures que ce soit amélioré, qu'il y ait une table à langer aussi. C'est tous des besoins très légitimes. On a demandé aussi une clôture sécuritaire qui longerait la rivière parce que présentement, notre clôture est un peu désuète puis il y a des bouts qu'il n'y en a pas. Donc, pour sécuriser le tout dans le parc, on a demandé une clôture qui longerait la rivière. Ensuite, on nous a demandé de bonifier notre patinoire en mettant des bandes neuves. La structure de base aussi est fendillée, est brisée. Manque d'amour un peu. Manque un peu d'amour. Puis on est allé jusqu'à demander une toiture sur la patinoire. Donc, il n'y a rien de trop beau. Il faut commencer, tout commence par un rêve, comme on dit. Et puis, justement, là, à la municipalité, on a fait une demande de subvention dans ce sens-là déjà. C'est ça. C'est reparti pour les demandes de subvention à Saint-Léon. C'est reparti. Et on veut aussi bonifier notre montagne. Donc, on a demandé aux gens pas aux gens, bien, c'est la réponse des gens plutôt, d'avoir un sentier pédestre balisé qui partirait ici du village, qui monterait jusqu'à la croix du Belvédère. Donc, ça avait déjà été parlé. Ça avait déjà été parlé. On a demandé aussi d'améliorer la route pour se rendre au Belvédère. Et on a demandé d'améliorer également le Belvédère et la croix sur la montagne. Donc, ça serait pour accéder à notre montagne, pour qu'on puisse la rendre agréable à visiter, finalement. Et puis, du côté culture et loisirs, ça, c'est la bibliothèque qui devrait être déménagée dans la sacristie. La sacristie deviendrait un centre culturel. Et puis, la bibliothèque... déjà, l'Église commence à changer de vocation? Bien, c'est la sacristie qui n'est pas utilisée au complet, donc on pourrait l'utiliser au maximum en faisant ça. Puis notre bibliothèque municipale est dans un espace très restreint dans l'école. Donc, je pense que ça serait une pierre deux coups en ce moment-là. Et puis, pour les communications, ça, c'est on demandait que le site Internet de la municipalité soit à jour. Et présentement, au moment où on se parle, il est à jour. Donc, c'est bien. Des fois, c'est juste des petites choses qui peuvent faire toute la différence. Justement, pour les communications, c'est beau organiser des activités, mais si personne n'est au courant... C'est ça, exactement. Puis, il faut commencer par le dire, pour qu'on puisse le faire. Donc, les gens ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Donc, suite à ça, on va pouvoir baliser notre orientation pour savoir où aller travailler, ce que les gens veulent. Donc, on va essayer d'aller dans ce sens-là pour qu'ils soient encore plus heureux. Fait que c'est ça notre travail pour les prochaines années. Vraiment un beau travail que vous avez réalisé, de belles ambitions, et je pense que c'est réalisable. Alors, félicitations, et puis continuez dans le bon sens. Un gros merci à vous. Donc, c'est déjà tout pour cette édition d'Info.tvc. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.
Je vous rappelle qu'il n'y a plus de télébingo. Nous avons dû annuler les télébingos jusqu'à nouvel ordre. Pour ceux qui avaient déjà acheté des cartes, parce que oui, il y avait des cartes qui avaient commencé à circuler en début de semaine, gardez-les, elles seront valides pour le bingo. Aussitôt que ça recommence, c'est les cartes vertes que nous prenons. Donc, si vous avez acheté des cartes, elles sont encore valides. Nous n'avons toujours pas de date de retour du bingo, bien évidemment. Ne manquez surtout pas aussi sur les ondes du Canal 4 Cogeco et sur notre page Facebook du mardi au vendredi, Info.tvc en direct qui fait le point sur la situation matapédienne de la COVID-19. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une très belle semaine.